Recoucou, je vais vous lire l'histoire Contes et légendes du pays d'Irlande, Patou McDaniel. Patou McDaniel était un joyeux luron qui savait comme pas vider une chopine, manier la matraque et danser aux fêtes patronales. Il n'avait froid ni aux yeux ni au cœur, sortant plus tôt la nuit que le jour, on se le disputait à toutes les veillées. Aussi ne faut-il pas trop s'étonner qu'il ait fini par faire de fâcheuses connaissances. Et quelle connaissance plus fâcheuse peut-on faire en Irlande que celle des bons gens, comme on appelle là-bas les fées et les lutins? Peu après la Noël, une nuit que Patou rentrait chez lui par une route toute sonnante de gelée, sous la lune ronde, ironique et blafarde, il avait l'onglet et, qui mieux est, il sentait que le gel prenait la liberté de lui pincer les oreilles. « Ma parole, s'écrie-t-il en claquant des dents, une bonne goutte ne serait pas trop pour empêcher la chaleur de mon cœur de faire trembler mes habits. Je voudrais bien un setier de marc et du meilleur. Un bon? Tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras, lui dit un petit homme qui lui venait à peine à la hauteur du coude. Prends donc, Patou, et à ta santé. Ce disant, le petit homme aux tricornes et aux boucles de souliers d'argent poli lui tendit un verre, presque aussi grand que lui et rempli d'un marc vermeil et réchauffant rien qu'à le regarder. « À la tienne, répondit Patou sans sourciller, bien qu'il ne doutât pas un moment qu'il avait affaire à un lutin. « À la tienne, mon petit homme, et un grand merci. » Ce disant, il vida le verre d'un seul trait. « Bonne chance, Patou, répondit le petit homme. « Ne crois pas tout de même que tu me mettras dedans, comme tu l'as fait pour tant d'autres. Sors ta bourse et paye-moi rubis sur ongle. » « Alors quoi, répliqua Patou, c'est à moi de payer, comme si je ne pouvais pas te fourrer dans ma poche comme une poignée de mûres. »« Patou McDaniel, repartit le lutin tout colère, puisque c'est comme ça, tu seras mon domestique pendant 7 années et 1 jour. Voilà comment je serai payé. Tiens-toi donc prêt à me suivre. » À ces mots, Patou se mordit les doigts d'avoir pris de telles libertés de langage avec le petit homme. Il eut beau faire, il se sentit contraint de le suivre, et il passa toute la sainte nuit par monts et par vaux, par haies et fossés, par clairières et tourbières, sans trêve ni merci. Aux premières lueurs de l'aube, le lutin se tourna vers Patou et lui dit d'une voix sévère: « Maintenant, je te permets de rentrer chez toi, Patou. Ne manque pas de venir me trouver ce soir au vieux fortin. Si je ne t'y vois pas, tu me le paieras cher. Si tu me sers docile et honnête, tu trouveras en moi maître plein d'indulgence. » Chez lui, s'enfuit Patou sans demander son reste. Il arriva courbaturé, perclus, sans pouvoir clore l'œil, tandis qu'il pensait à la menace et au pouvoir du lutin. Alors, à l'heure dite, il se trouva sur la terrasse du vieux fortin. Le petit homme ne tarda pas à le rejoindre et à lui dire: « Patou, cette nuit, un long voyage à faire. Tu vas seller un cheval pour moi et un pour toi. Tu as déjà les os rompus et je ne veux pas la mort du pêcheur.
Patou nota la bonne disposition de son maître et lui fit ses remerciements. Il ajouta: ayez la bonté de m'indiquer le chemin de votre écurie, car j'ai beau m'écarquiller les yeux, je ne vois que le vieux fortin, l'épine noire au coin de la terrasse et l'eau plus noire encore que la tourbière. Pas de question, coupa sèchement le lutin. Descends à la tourbière et rapporte ici les 2 plus beaux roseaux que tu pourras trouver. Tout en se demandant où le petit homme voulait en venir, Patou crut bon d'obéir. Il choisit les 2 plus solides rouges. Attendez, il choisit les 2 plus solides rouges, comme nous disons en Beauce, ou roseaux, qui put apercevoir portant chacun sur le côté leurs pompons bruns, et il les apporta à son maître. « Enfourche, Patou, dit le petit homme, et se mettant à califourchon sur l'un des roseaux. Que voulez-vous que j'enfourche, votre honneur, demanda Patou en toute innocence. Eh bien, ton roseau, comme moi, fit l'autre. Est-ce moi que vous voulez faire tourner en bourrique, demanda Patou avec un relent d'insolence qu'heureusement le lutin n'eut pas le temps de relever. Enfourche et tais-toi. Pour ne pas mettre en colère, histoire de plaisanter, Patouche enfourcha le joli jonc vert et brun. Boram, 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 soit en français, grandit, cria le lutin. Et après, lui, notre ami Patou, aussitôt les 2 roseaux grossirent, prirent chair, cuir, poil et crinière et se muèrent en chevaux piaffants qui partirent faisant feu des 4 pieds au grand malaise de Patou qui, dépourvu d'expérience, avait mal enfourché son roseau et se trouvait tête à queue au lieu du pommeau. C'est la queue qui l'étreignait pour garder son assiette. Alors, je vous fais voir, voilà. Là, c'est Patou et là, c'est le lutin. Voilà. Et ça, c'est les roseaux qui se sont transformés en chevaux. Voilà. Ils firent par s'arrêter à la barrière d'une belle maison. Maintenant, Patou, imite tous mes mouvements et répète mes paroles. Ouvre l'œil, tends l'oreille et souviens-toi que si le bon vieux vin donne du cœur au ventre, il fait parfois perdre la tête. Là-dessus, il prononça une formulette que Patou répéta de son mieux sans la comprendre, et crac, ils s'insinuèrent par le trou de la serrure, puis par un autre, pour arriver dans une cave garnie des meilleurs crus d'Espagne. Le lutin but à la régalade et jamais Patou ne fut plus prompt à l'imiter. « Votre honneur est le meilleur des maîtres, s'écria-t-il en claquant du bec. « Pas de compliment, répliqua le lutin, et n'oublie pas que nous n'avons ensemble aucun contrat. Debout et suis-moi de ton mieux. » Rebroussant chemin, le chemin des serrures, ils trouvèrent les 2 roseaux à la grande porte. Ils les enfourchèrent. Cette fois, Patou s'y prit exactement comme son maître, et Boram, 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 grandit, grandit, grandit. Ils détalèrent en plein ciel, faisant rouler les nuages sous leurs pieds comme des boules de neige. De retour au fort, le lutin congédia Patou en lui donnant l'ordre de se retrouver au même endroit le lendemain à la nuit tombante. Et de soir en soir, il parcourut tous les pays, visitant tous les châteaux connus pour leur bonne cave, si bien qu'avant longtemps, Patou devient dégustateur émérite. Une nuit, un rendez-vous habituel, Patou allait chercher les chevaux quand son maître lui dit « Il me faudra un cheval de plus ce soir.
car au retour, nous aurons de la société. » La langue de Patou lui démangea fort, mais il avait appris à se taire, et il se contenta d'apporter un troisième roseau, encore plus beau que les deux autres. « Si c'est un autre serviteur que nous ramènerons, se dit Patou, demain ce sera bien son tour d'aller chercher les chevaux, car mon maître et moi ne sommes-nous pas faits de la même pâte. » Mais il garda ses réflexions pour lui. Donc il n'a rien dit. Ils filèrent à toute allure, Patou tenant le troisième cheval par la bride. Ils s'arrêtèrent en plein comté de Limerick, devant une ferme cossue. À l'intérieur, la fête battait son plein. Le lutin se tint quoi, prêtant l'oreille, se tourna soudain vers Patou. Il s'écria: « Patou, demain j'aurai 1000 ans. » « Dieu vous bénisse, » répliqua Patou. « Vraiment ?»« Ne répète point pareille parole, » dit vivement le petit homme. « Cela nous porterait malheur, et ce n'est pas le moment, devant avoir 1000 ans demain. Il est grand temps, n'est-ce pas, que je me marie. » « Pas le moindre doute sur ce point. Si tant est que vous vouliez vous marier, ce n'est pas pour un autre motif que je suis venu en ce contrée de Limerick. En cette ferme cossue, cette nuit même, maître Riley va épouser Brigitte Rooney. Comme c'est un beau brin de fille, né de parents très comme il faut, j'ai envie de la prendre pour femme et de l'enlever sans plus de façon. » « Et maître Riley, est-ce qu'il ne trouvera rien à dire? »« Silence !» cria le lutin, en prenant soin l'air le plus sévère. « Tu sais bien que je ne t'ai pas amené pour poser des questions. » Sur quoi ils se mirent à murmurer la formulette qui avait le pouvoir de les faire passer par le trou de la grande serrure comme vent coulis. Patou s'estimait qu'en grand clair de pouvoir la répéter. Fouetté par sa curiosité, il n'en manqua pas une syllabe, et en un clin d'œil, il se trouva perché sur une des poutrelles du plafond à côté de son maître. Mais comme il manquait d'habitude, ses jambes étaient loin d'être aussi élégamment croisées. Au-dessus d'eux, le festin commençait gaiement. Ici, c'était le prêtre et là, le cornemusier. Le père du marié venait ensuite avec ses deux autres fils. Le père et la mère de Brigitte leur faisaient vis-à-vis. Le bon vieux couple était fier de la voir la reine de l'assemblée. Ses 4 sœurs étaient pavoisées de rubans flambant neufs et ses 3 frères pétillaient de bonheur du meilleur esprit d'Irlande. L'oncle et la tante, compère et commère, cousins et cousines complétaient le tour de la longue tablée, et quant aux victuals, il y en avait pour tout le monde, et même pour 2 fois autant. Or, juste au moment où Madame Rooney venait de servir à sa révérence la première tranche de pâté de tête, magnifique pièce de charcuterie qui s'appuyait mollement sur des oreilles de blanc de chou de Savoie, il advint que l'héroïne du jour éternua brusquement. Toute l'assemblée tressauta, mais personne n'osa dire « Dieu vous bénisse », chacun ayant le sentiment que monsieur le curé aurait dû être le premier, et personne n'ayant la présomption de lui faire, pour ainsi dire, la leçon. Pardonnez-lui, sa révérence était tout absorbée par le délicieux pâté de tête. Après un moment d'arrêt, le festin et ses joies reprit de plus belle, sans le pieux souhait de bénédiction. Rien de tout ça n'avait échappé à Patou, ni à son maître du haut de la situation élevée. S'exclama le petit homme en faisant de la jambe une sorte de moulinet de jubilation, tandis que son œil luisait d'une lumière singulière et que ses sourcils s'incurvaient en arche gothique. Reprit-il en abaissant sur la fiancée un regard lascif. J'ai déjà fait la moitié de sa conquête. Qu'elle éternue encore 2 fois et elle est à moi.
en repit de monsieur le curé, de son bréviaire et de maître Riley. Et voilà que Brigitte se remet à éternuer, mais ce fut cette fois un éternuement si discret, si gentil, accompagné d'une rougeur si modeste et mignonne, que personne ne sembla la remarquer, à l'exception du petit Tom au perché, et personne ne pensa à dire « Dieu vous bénisse ». Patou, cependant, continuait de regarder la fiancée, et l'expression de son visage devenait de plus en plus apitoyée. Il ne pouvait s'empêcher de penser quelle terrible chose ce serait pour une jolie fille de 19 printemps, aux grands yeux couleur du ciel irlandais, à la peau transparente comme brume au soleil, aux joues roses et potelées, d'épouser par force un affreux petit bout d'homme âgé de 1000 ans moins un jour. À cet instant, la fiancée éternua pour la 3e fois, sur quoi Patou, de toute force et de tout son cœur, poussa le cri vengeur. « Dieu vous bénisse !» Cette benoîte exclamation fut-elle chez lui le résultat de l'habitude ou le fruit de ses récentes méditations? Bien malin qui le devinera, mais elle n'eut pas plutôt descendu du plafond sur la société que, tout cramoisi de déception et de rage, le lutin déconfit bondit de sa poutrelle et d'une voix aiguë et fausse de cornemuse crevée hurla. « À tout jamais, je te renvoie de mon service. Patou McDaniel, et voilà pour ton salaire. » Il lui donna dans le bas du dos de Patou un furieux coup de pied et l'envoya s'étaler de tout son long au beau milieu de la table du festin. Si Patou ressentit surprise cuisante, on peut imaginer l'effarement de la société dans lequel il s'introduisait de façon si peu protocolaire. Il mit le révérend père et la compagnie au fait des noirs projets du lutin millénaire. Ce qu'attendait monsieur le curé jugea expédient de poser son couvert sur la nappe et sans plus attendre de marier le jeune couple. Après s'être remis de cette émotion en faisant honneur à son tour au pâté de tête et au vin généreux, Patou reçut l'insigne privilège d'ouvrir le bal avec la belle Brigitte, au teint de crème et de rosée, sauvée grâce à lui des griffes de l'affreux lutin. Voilà. Je vais vous faire une deuxième histoire très courte. Comme ça, vous en aurez deux. C'est bien. Elle est bien. Elle est mignonne, celle-là, hein, mais un peu dure à lire. Hein. Je vous le dis, c'est un peu dur. Alors, là, c'est la princesse Hautaine. Il y avait une fois un très digne homme de roi dont la fille était la plus grande beauté. Je vais me mettre comme ça. Voilà, c'est très bien. Donc, je recommence. Ça va être bien. Alors, il y avait une fois un très digne homme de roi dont la fille était la plus grande beauté qu'on ait pu voir. Mais elle était fière comme Lucifer et aucun prince de sang royal n'avait jamais consenti à l'épouser. À bout de patience, son père voulut en finir. Il invita tout le comté, les ducs, les princes, et les roitelets qui se trouvaient connaître ou même qu'ils ne connaissaient pas, pour donner à sa fille une dernière chance. Malgré tout ce qu'il avait entendu dire, ils arrivèrent sans grand empressement par pure courtoisie. Le lendemain matin, après déjeuner, ils se mirent en rang, magnifiquement parés, sur la pelouse du château, et la princesse, comme une souveraine,
les passa en revue pour faire elle-même son choix. Ils étaient trop gros, et elle passa disant « Je ne veux pas de vous, barrique de bière ». Et un autre était grand, mince et lancé, et son exclamation fut « Je ne veux pas de vous, gaule de houblon ». Ou un autre gentilhomme au visage enfariné, elle lança « Je ne veux pas de vous, garçon boulanger ». Et à un autre dont les joues étaient vermeilles, elle décocha « Je ne veux pas de vous, crête de coq ». Elle s'arrêta un instant devant le dernier de la rangée, qui était un homme bien découplé et de beau visage. Elle cherchait à découvrir en lui un défaut, et il se trouva rien à noter de plus qu'une barbe brune et frisée qui lui entourait le menton. Elle le regarda avec une pointe d'admiration, mais passa outre en s'écriant « Je ne veux pas de toi, barbiche ». Tous les invités s'en allèrent en faisant les commentaires que vous pouvez imaginer. Et le roi en fut si mortifié qu'il dit à sa fille « Or ça, ma fille, pour punir ton impudence, je te donnerai en mariage au premier mendiant ou au premier chanteur des rues qui s'arrêtera sur notre seuil. » Dès le lendemain matin, un miséreux en guenilles dont les cheveux tombaient jusqu'aux épaules et dont la barbe rouge embroussaillait tout le visage, se mit à chanter sous la fenêtre du château. Dès que la balade fut finie, le capitaine des gardes, qui avait reçu des instructions, pria le chanteur de pénétrer dans la grande salle. Le prêtre s'y trouvait déjà, le roi et un autre seigneur comme témoins, et notre princesse fut incontinent mariée à l'homme à la barbe. Elle se prit à gémir, à crier comme une possédée, mais son père n'y prêta pas la moindre intention. « Tenez, dit-il au mari, voici un don de 5 guinées pour votre ménage. Emmenez votre femme et arrangez-vous pour ne jamais reparaître, ni vous ni elle en ma présence. » Et le couple de partir, notre barbu énigmatique et notre princesse complètement déconfite. Dans son désespoir, le seul grain de consolation qu'elle trouvait, c'est que la foi de son mari avait une intonation riche et bonne, et que sa manière ne manquait pas d'une certaine distinction. « À qui donc est ce bois ?» lui dit-elle comme s'il traversait une belle futaie. « Il appartient au roi, que hier vous appelâtes Barbiche. » Et quand elle lui posa la même question à propos des prairies, des champs de blé et à la fin d'une belle cité qu'ils côtoyèrent, le ménestrel à la manque lui dit de la même réponse. « Oh, quelle sotte! N'ai-je pas été, se dit-elle, celle un bel homme et il se tenait qu'à moi de l'avoir pour mari. » Cheminant ainsi, sans grands échanges de conversation, ils arrivèrent enfin à une hutte rustique de pauvre apparence. « Pourquoi m'amenez-vous ici ?» dit la pauvre princesse. « Cette hutte, répond-il, était jusqu'ici ma maison, et c'est maintenant la vôtre. » Là-dessus, elle se reprit et fondre en larmes, mais elle était à bout de force. Elle avait grand faim et grand soif, et elle ne put faire autrement que d'y entrer avec son mari. La merci Dieu, elle n'y trouva ni table servie, ni servante, ni feu allumé, et elle fut obligée d'aider son mari à battre le briquet, à préparer le dîner, et le repas terminé, et à faire la vaisselle. Alors, abattre le briquet, c'est faire le ménage, quoi. C'est faire les tâches quotidiennes. Voilà. C'est à faire les tâches. Dès le lendemain, il obligea de revêtir une robe d'étoffe commune, avec un fichu de simple coton. Quand son ménage était fait, dès qu'elle avait quelques loisirs, il lui apportait des brins de saule et lui montrait comment en faire des paniers. Les tiges lisses et dures meurtrissaient ses doigts délicats et lui tiraient des pleurs, ce que, voyant, il lui demanda alors de raccommoder ses vêtements, mais pour ces grossières étoffes,
Il lui fallait une force et une longue aiguille qui tirait du sang du bout de ses doigts, et elle se reprenait à pleurer. Elle ne pouvait supporter de voir ses larmes. Non, je me trompe. Il ne pouvait supporter de voir ses larmes. Il lui apportait alors un grand panier de poteries rustiques et il l'envoyait au marché pour les vendre. C'était la plus rude épreuve que tout à ses yeux que d'aller ainsi offrir sa marchandise à tous les villageois. Elle réussissait pourtant bien, car sa contenance était à la fois si belle et si chagrine, ses façons si convenables qu'elle ne manquait chaque fois, avant l'heure de midi, de vendre tous ses plats, ses pots et ses assiettes. Le seul vestige de son ancien orgueil ne montra le jour où elle allongea une gifle à un jeune effronté qui lui avait demandé d'entrer à l'auberge pour prendre la goutte ensemble. Son mari parut si content que le lendemain, il la renvoya au marché avec une autre pannerie de poterie. Mais hélas, la guigne maintenant s'attachait à ses pas. Un rabatteur ivre de chasse accourt, lança son cheval dans sa marchandise et fit une jolie salade de tous ses articles ménagers. Elle entra tout en larmes et son mari lui marqua son déplaisir. « Je m'aperçois, dit-il, que cela n'est pas dans tes cordes de faire des affaires. Suis-moi, je vais te chercher à t'obtenir une place de fille de cuisine dans les communes du palais, où monsieur le chef est de mes connaissances. » Une fois de plus, la malheureuse princesse fut obligée de refouler son orgueil. Elle avait fort à faire, et le cocher et le sommelier ne manquaient pas d'impudence à son écart. L'un d'eux alla même jusqu'à lui voler un baiser, sur quoi elle poussa un cri strident. Le cuisinier donna au maraud une telle rossée avec son balai que l'autre n'y revint plus. Chaque soir, elle rentrait auprès de son mari et lui rapportait les restes de victuailles dans ses larges poches de paysanne. La semaine qui suivit son entrée en service, il y eut un grand remue-ménage dans la cuisine. Le roi était sur le point de se marier, et personne n'avait la moindre idée de la fiancée qu'il avait pu trouver. Or, le soir venu, le chef, comme à l'ordinaire, remplit les poches de la princesse de viande froide et de gâteaux, et il ajouta « Avant votre départ, nous allons ensemble jeter un coup d'œil sur les grands événements qui se passent dans le salon d'honneur. » Ils s'approchèrent de la grande porte et soulevèrent la tapisserie pour glisser un regard. Et qui trouva-t-on de l'autre côté? Ce n'est pas le roi lui-même, plus beau que jamais et qui n'était autre que le roi Barbiche. S'écria-t-il en s'adressant au chef. Votre belle aide de cuisine doit payer un gage pour sa curiosité, et pour la peine, il faut qu'elle vienne danser la digue avec moi. En dépit de sa résistance, il la prit par la main et la mena au centre du salon. Les violons attaquèrent la danse et la voilà partie tournant, tournoyant et tourbillonnant, lui et elle. Ils n'avaient pas fait 2 tours que Pudding et ailes de poulet s'envolèrent de ses poches. Tout le monde éclata de rire et elle s'enfuit à la porte, pleurant à chaudes larmes. En 3 bonds, le roi l'eut rattrapée et la prenant à part dans un petit salon. « Ne me reconnais-tu pas, mignonne? Je suis le roi Barbiche. Ton mari, le chanteur de ballades et le chasseur ivre aux ébats maladroits, ton père me connaissait bien quand il te donna à moi comme épouse, et tout ce qui a suivi n'a eu qu'un objet, chasser à jamais de ton cœur le vilain orgueil. » La princesse, riant et pleurant tour à tour, était éperdue d'émoi, de honte et de joie. L'amour finit par l'emporter et elle posa sa tête sur l'épaule de son mari en pleurant comme une petite fille. Bientôt les demoiselles d'honneur l'emmenèrent pour la parer des plus beaux atouts. Puis arrivèrent la reine sa mère et le roi son père, et tandis que la société des beaux seigneurs et des belles dames se demandait encore où voulaient en venir le roi et sa belle-fille qu'elle avait emmenée. Sa Majesté en tenue de gala reparut,
conduisant par la main sa reine que personne ne reconnut sous la parure royale. Un grand cortège les suivait, et alors commencèrent des réjouissances telles que nous autres, j'en suis bien sûr, nous ne verrons jamais de pareil, ni vous, ni moi. Voilà. Donc, comme vous voyez, il ne faut pas être hautain, on peut tomber vite. Comme je vois, il y en a, ils se pètent plus haut que leur cul, ben voilà. Voilà, vous voyez ce que ça fait. On se ramasse des pelles, on va dire ça comme ça. On se ramasse des râteaux, des pelles, tout ce qui peut se... Cette histoire raconte bien que faut pas péter au plus haut que son cul. Voilà. En gros, voilà. Voilà. Et oui. Elle est bien, cette histoire. J'aime bien. Moi, je l'aime bien. Dites-moi en commentaire si vous l'aimez bien, là, la princesse Prout-Prout. Voilà. Moi, je veux pas celui-là, je veux pas celui-là, je veux pas celui-là. Et dire, voilà, ah, toi, t'es une barrique, toi, t'es un fil de fer. Enfin, bref, voilà. Mes deux petites histoires sont finies. Bon, j'ai fait mon petit comment out après, ma petite... Fallait que je la fasse, ma petite discussion là, sur celui-là. Donc, voilà. Donc, vous avez eu l'histoire de... Alors, vous avez eu l'histoire de la première, c'est Patou McDaniel. Patou, non, c'est Patou McDaniel. Et la deuxième, c'est la princesse Hautaine. Bien, très bien. Moi, je me suis régalée à vous le lire. Bon, quelques petits bafouillages. J'espère que vous avez compris un peu l'histoire. Parce que moi, j'ai pas tout... Il y a certains mots, voilà. Et ben moi, là-dessus, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous, mais d'énormes bisous. Hein. Je vous dis à demain, parce que là, je vais aller grailler, et je vais grailler. Voilà. Je vais grailler un morceau. Je vais becter, grailler. Non, grailler, c'est le graillon, c'est... Non. Ouais, si, je vais grailler. Je vais becter. Voilà, un petit graillon, là. Ça, c'est bon, ça. Bon, allez. Je vous dis bon appétit, je vous fais de gros bisous. Si vous me voyez demain, ben, je vous dis bonne journée. Là, je finis, je vous dis bonsoir et bonne nuit. Faites attention au froid. Les petites douceurs, je crois qu'il va venir, je crois. Il y a de la flotte, ça c'est sûr. Voilà, allez. Gros bisous, j'arrête de dire mes conneries. Hein. Enfin, on ne changera plus. Hein. Non, c'est fini. Allez. Bye.